Bonjour, Nicolas Serra. Je vous présente brièvement, mais vous pourrez compléter après. Vous êtes un critique d'art, on peut employer ce qualificatif, je pense. Un Oui, critique d'art, particulièrement de l'art abscon d'aujourd'hui, appelé art contemporain, voilà, que vous canardez depuis avec une joie roborative depuis quelques années et qui remet un peu les pendules à l'heure aujourd'hui où, si vous voulez, la plupart des artistes, on peut dire 95% des artistes de ce pays, sont relégués dans un espèce d'enfer, comme on relègue pas mal de choses oui, aujourd'hui, voilà. oui. Et vous avez décidé. Alors justement, qu'est-ce qui vous a, en quelque sorte, motivé au départ de ces papiers que vous écrivez régulièrement sur la défense de l'art contemporain? Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé? Quel est le déclic qui a fait que vous êtes monté sur votre, sur votre. Lancer là-dedans, oui. Oui. C'était pas prémédité en fait. Hein. Je m'étais plutôt consacré, disons, à montrer les quantités d'artistes que j'aime, qui existent actuellement. Évidemment, qui font pas partie des happy few qui sont agréés par, disons, les grands systèmes de légitimation dominants, institutionnels et spéculatifs marchands. Et voilà, pas par mon travail je veux pas dire de critique d'art, ce serait plutôt de montreur d'artistes et d'images. Mhm. Euh, il y a 3 ou 4 ans, avec un copain ou deux, on avait envie de faire une blague, c'est-à-dire de dézinguer une exposition officielle, disons, de Frac ou d'ailleurs, particulièrement stupides. Enfin, elles sont toutes, mais il y en a qui sont meilleures que d'autres dans ce registre-là. Et on a commencé donc à envoyer, à faire un texte et puis à l'envoyer à un premier listing mail dont je disposais par ailleurs pour voir ce que ça donnait, quoi. Et puis bon, il y a eu beaucoup de réactions. On a vu que ça prenait bien, quoi. Et donc on s'est pris au jeu et je me suis pris au jeu plutôt. Et puis j'ai continué comme ça tous les mois à envoyer des petits textes relatifs à telle ou telle expo. Mais c'était plutôt sous la forme de jeu, sous la forme ludique et jubilatoire. Et ça me donnait l'occasion d'écrire un peu. Et puis voilà, ça venait un sujet d'écriture. Avec toujours des citations. Hein. Je disais pas je racontais pas de calomnie, ni de mal, ni de choses fausses, puisque ça s'appuie tout le temps sur des faits réels. Donc en général, je mettais le lien avec l'exposition, donc les lecteurs pouvaient voir exactement de quoi il s'agissait. Et c'était des citations, mais il suffit de citer pour que, d'une certaine manière, on voit à quel point c'est stupide et ridicule et odieux, quoi, pour le sens, pour l'art, pour la création. Et puis donc, petit à petit, le nombre de lecteurs a augmenté. J'ai organisé un peu le site, mais c'était toujours un petit peu amateur. Mais ça s'est développé jusqu'à ce que j'ai peut-être, je sais pas, une trentaine de mille de suiveurs, enfin de lecteurs de mon blog, voilà. Oui, on pourrait relier ça tout de suite d'ailleurs à la aux dernières pétarades de Lavier Bertrand Oui, à la Monnaie de Paris. Là, on en oui, parlait ce matin avec ma oui, camarade Pichécou. Là. oui, oui. Vous allez probablement aussi écrire un papier sur cette schtroumpferie. Oui. Ah ben oui, c'est déjà fait là. Ah, c'est déjà fait. Ouais. Oui, je vous l'ai envoyé d'ailleurs, je crois, Ah, en petit hors d'œuvre comme ça, ah oui. oui, oui, c'est Parce que ça, je oui. venais juste de l'écrire. Oui, oui, bien Oui, sûr. oui, Ouais, ça me revient à la tête là tout de oui, suite. oui. Là, ouais. Le Parce que titre c'est le très rigolo Lavier à la Monnaie de Paris, oui. voilà, absolument. Oui, 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 oui. oui. Et c'est pas le premier hurluberlu qui va à la Monnaie de Paris. On a eu d'autres Ah fameux ben oui, avant avant lui. il y avait Papy Chocolat, Ouais, ouais, tout à euh, fait. Mac, Ouais.
McCarthy qui avait fait le plug anal là aussi. Ouais, là. tout à fait. Ouais. Voilà. Oui, c'était des grands rigolos, quoi. Ah oui, des grands rigolos, vous pouvez le dire. Mais si vous voulez, l'art contemporain a ça. C'est pour ça que j'ai publié un livre donc l'an dernier de recueil un peu d'une partie de mes chroniques que j'ai depuis 3 ans. Et le titre, c'est La bouffonnerie de l'art contemporain. Oui. Et ça s'est très bien vendu, hein, ça continue de se vendre. Il y a eu 3 éditions. Ça s'appelle La bouffonnerie de l'art contemporain. C'est chez Cyril Godefroy, Jean-Cyril Godefroy, l'éditeur. Voilà. Oui, c'est une grosse farce. D'ailleurs, le plus grand farceur, c'est pas Lavier, parce que Lavier, bon, c'est seulement un farceur français. Ouais. Le plus grand farceur, c'est Cattelan. Maurizio Cattelan, vous voyez, qui collectionne Pinault. Oui. C'est lui le plus grand farceur, quoi. Tout ce qu'il produit, c'est de la dérision, du foutage de gueule, mais vraiment de très très haut niveau, quoi. Oui, il pend des mannequins d'enfants sur un arbre à Milan. Donc c'est vraiment très intéressant. Passionnant. Etc. Enfin, et là, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que plus ces artistes-là se moquent des gens qui vont les collectionner et les aduler, plus ils sont valorisés. Si vous voulez, Cattelan a commencé à faire grimper sa cote quand il a inventé, avec son galeriste Perrotin, je crois, l'idée d'inviter une centaine de collectionneurs qui étaient à la Biennale de Venise il y a une dizaine d'années. Il a affrété un avion, et il leur a organisé un grand cocktail dans la décharge de Palerme, c'est-à-dire des montagnes de détritus, qui puent comme c'est pas permis. Et donc là, il y avait tous ces gens-là, plus ou moins milliardaires tous. Alors c'était pour se foutre de leur gueule, leur montrer qu'eux, ils étaient très riches, mais qu'il y avait une misère énorme, parce que sur ces montagnes de déchets, il y a des glaneurs qui vivent de ça, c'est-à-dire des populations misérables, qui ont été chassés, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas été invités au cocktail, ceux-là. Voilà. Donc, c'est une opération pour se moquer des gens qui participent à cette farce. Mais en même temps, le système est tel que quand on se moque du système, quand on est gratifié par lui. Vous voyez ce que je veux dire? Plus on critique le système, plus il est reconnaissant de la critique. Comme s'il se nourrissait. C'est un truc totalement pervers. C'est-à-dire que c'est le contraire même de l'art. Mais ça marche. Si vous voulez, le plug anal de McCarthy Place Vendôme, c'était l'image même de ça. Hein. Je vous mets ça dans le cul, et puis là, vous êtes content, vous voyez. Donc c'est un peu ça, quoi. Et McCarthy, c'est un des grands financial artistes de la planète. C'est-à-dire, plus ils se moquent du monde, plus leur cote augmente, et plus les spéculateurs qui effectivement ont un cynisme incroyable par rapport à l'art, sont contents et valorisent ces objets qui n'ont rien à voir à l'art, qui sont des titres financiers. Ouais. Et alors, oui, on peut dire que maintenant c'est l'art des milliardaires, c'est-à-dire que voilà, mais l'institution même en France, le ministère de la Culture, et son ancien ministre de la Culture, là, Gagon, qui est un des conseillers artistiques, c'est de Pinault, de Harald, je sais plus, enfin d'un milliardaire quelconque. Voilà, parce que ces milliardaires ne choisissent pas eux-mêmes, ne sont pas eux-mêmes des amateurs, comment on pourrait dire, les amateurs conscients de leur collection, mais de ce qu'ils collectionnent, mais ce sont des gens qui sont à leur service avec un vernis de ministre de la Culture ou peu importe le genre. Alors, oui, attendez, je vais expliquer. En fait, il y a deux réseaux, 2 circuits, 2 ou 3, enfin bon. Il y a le grand réseau international de la spéculation, avec des ententes entre grandes galeries et grands collectionneurs pour fabriquer des titres artistico-financiers qu'ils vont soutenir, à qui ils vont donner une... Alors ça se fait de façon un petit peu aléatoire. Alors le contenu artistique ne compte pas absolument, c'est plutôt le contenu, le pouvoir
de provocation, de médiatisation qui compte. Ouais. C'est la provocation, le foutage de gueule, c'est payant médiatiquement, donc c'est payant financièrement aussi, au bout du D'accord. compte. Parce que la valeur marchande est complètement liée à la puissance de communication et de médiatisation. Alors ça c'est une chose au niveau international. Et ça, c'est des privés. Oui. Des privés, c'est-à-dire des spéculateurs en général. Des grands industriels, des traders, des gens qui ont beaucoup de pognon, Ouais. et qui participent à ça un peu pour donner une certaine image. Ouais. C'est pour leur image, hein, c'est pas pour le contenu artistique. Ils achètent du signe d'appartenance à la classe des puissants de ce monde, voilà, en achetant de l'art contemporain. Maintenant, autre chose, ça c'est le réseau institutionnel français. Oui. Et c'est là que c'est extraordinaire, c'est que le réseau institutionnel français, qui est donc public, qui n'est pas dans le domaine privé, mais dans les réseaux privés, Bien sûr. il se met à la remorque et au service des grands réseaux privés de spéculation et d'enrichissement, avec le dispositif public, les musées, le personnel et l'argent public. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. C'est vraiment particulier. C'est une sorte de scandale absolu qui, normalement, devrait être dénoncé. Mais comme c'est de l'art et de la culture, c'est un domaine tabou où les politiques ont très peur de mettre les pieds parce qu'ils vont se faire traiter de ringards, de fachos, d'extrême droitistes, etc., etc. Et c'est ainsi. Donc, pour revenir à Ayagon, Ayagon, donc, qui est directeur de Pompidou, ensuite ministre de la Culture, ensuite qui s'est mis au service du spéculateur financier Pinault pour constituer sa collection, ensuite qui a été directeur du château de Versailles, et qui a utilisé le château de Versailles, qui est un bien public, un patrimonial public, pour la valorisation de un ou deux, dont Kunz, produits financiers de Pinault. Voilà. Et si vous voulez, ça, il y a une espèce de conflit d'intérêts, de mélange des genres, de collusion, mais absolument, c'est tellement énorme que ça passe. Voilà, mais ça ne devrait pas passer. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut absolument le dire, il faut le démonter, il faut le rappeler. Ça va être très très difficile à faire comprendre aux politiques, parce que c'est les politiques qui ont la clé des situations. Bien sûr, puis mais qu'ils soient d'un parti ou de l'autre, ils ne comprennent pas. Et, à la limite, ils s'en foutent. Non, pas tout à fait, mais un peu moins maintenant. Ça commence à vibrer un peu quand même, à réagir. Voilà. Oui, enfin, ça a commencé à réagir, mais comme on l'évoquait, je ne sais plus si c'est avec vous, quand on a eu nos premiers échanges, ou avec, je ne sais plus, c'est une machine tellement énorme que le temps que si vous voulez, que l'inversion, on peut dire, se ramène, il y en a encore pour quelques décennies, je suppose. Je sais pas, ça peut. Écoutez, le système soviétique s'est écroulé assez vite. Là, c'est un peu du même ordre, sauf que dans ce système-là, en France en tout cas, mais en même temps, c'est un peu dans le monde, mais en France surtout, parce que c'est surtout la France qui soutient l'art contemporain par le ministère de la Culture avec l'argent public. Ça, dans les autres pays, c'est beaucoup moins quand même. Et, si vous voulez, le système en France, ça allie à la fois le soviétisme pur et dur, bureaucratique, avec l'administration, tous les gens qui travaillent là-dedans, et les vertus du soviétisme et les vertus du grand capitalisme libéral échevelé, voilà. Et ça, c'est formidable, quoi. C'est vraiment extraordinaire. En France, on a de la chance, quoi. Oui. Et si on peut le dire. Vous avez, dans les FRAC, par exemple, il n'y a que à 95% ou 90% que des produits qui sont un peu des copies du financial art international. C'est-à-dire, on fait toujours dans l'international, on ne fait pas dans le local, dans le privé, dans le régional, dans la proximité, dans les circuits courts, dans les trucs sympas. Voilà, c'est de la ringardise tout ça, quoi. On fait toujours dans l'international, parce que c'est l'international qui est médiatiquement payant, qui est valorisant pour tout le petit personnel des FRAC et tout ça, plutôt que de s'occuper des régionaux du coin, qui sont tous ringards.
Oui, oui, non, mais bien sûr. Oui, alors le problème, enfin, il y a un problème qui se greffe, oui, comme une greffe mortifère à tout ça. Oui. C'est-à-dire que si on arrive, on se ramène dans ce domaine un petit peu réservé pour contester justement ces dérives invraisemblables Oui. de l'institution, on se fait traiter de facho. Alors voilà, oui, ça fait ça. Ouais, ouais. Et là, C'est classique, oui. pour se défendre, comment on se défend? Vous savez très bien vous défendre, mais Oui. j'aimerais que vous donniez votre sentiment là-dessus pour Oui. nos auditeurs, des gens qui seraient éventuellement, qui partageraient vos idées, pour pas que dans les conversations de salon, ils se fassent traiter de fachos. Voilà, alors les choses changent. Effectivement, l'argument, disons, des pro-art contemporain, c'était de dire que ceux qui critiquaient l'art contemporain, c'était des obscurantistes, fachos, extrême droite, ringards, bouseux, provinciaux, etc. Bon, maintenant, ça commence à changer. Mais ça change, pourquoi? Parce que ce qu'on appelle le politiquement correct, c'est-à-dire la bien-pensance, mais de façon générale, pas forcément artistique, plutôt de gauche, genre Nouvel Obs, indécrottuptible, inrecuptible. Voilà. Oui. Vous voyez, les mecs branchés, plutôt gauche, quoi, progressiste. Ouais. Donc, la vieille, cette espèce de vieille gauche identitaire communautariste, là, Ouais. ça commence à battre de l'aile et leurs arguments ne fonctionnent plus, même dans les domaines qui sont pas artistiques. Vous voyez ça, hein? Quand on lit, si vous lisez même Marianne ou Causeur, là, tous ces gens-là qui utilisent le procès en réactionnariat ou la réduction ad iterum, comme d'habitude, bon, ça fonctionne plus quand même, ça me commence à leur revenir par la figure. Ouais. Parce que, en fait, quand ils disent, oui, mais si vous critiquez l'art contemporain, vous faites le jeu du Front National, c'est une façon de nier les réalités, c'est une espèce de déni de réalité, qui, en fait, objectivement, avantage le Front National. Ça ouvre un tapis rouge au Front National, Bien sûr, si vous voulez. Il y a une notion d'alliance objective, disons, entre cette espèce de gauche languienne, caviardeuse, là, et le Front National, qui est patente. Vous voyez, Jacques Lang a fourni et ses descendants fournit des arguments mais extraordinaires au Front National. Donc il y a une alliance objective entre les deux. Ils fonctionnent ensemble. C'est le recto, le verso de la même médaille, quoi. En gros. Donc voilà. Donc maintenant il y a quand même moins de critiques. J'en ai reçu beaucoup, comme moi. Oui, d'accord, vous êtes un réactionnaire. Tout ce que vous dites, c'est parfaitement nauséabond. Il y a l'adjectif nauséabond qui est bien traité. Mais ça continue quand même. Vous voyez, il y a en Bretagne, récemment, il y a un centre d'art contemporain à Quimper qui s'appelle Le Quartier, qui a vu ses subventions diminuer parce que, bon, il y avait une exposition classique de une sorte de petite serre où il y avait des fleurs, des plantes, et il y avait de la musique pour faire, parce que les plantes aiment la musique. Enfin, il y avait toute une démonstration de je sais pas trop quoi. Bon, c'était tellement ridicule que quand même les politiques ont dit, oh là là, quand même, ça va faire mal quand même, vis-à-vis de la population, de donner de l'argent, de continuer à donner autant d'argent à ces gens-là. Donc il y a eu une réduction. Donc évidemment, les cultureux du coin se sont mis à hurler. Ils ont averti la ministre, la nouvelle ministre, là, et qui a fait une déclaration en disant que voilà, c'était le retour de l'obscurantisme en Bretagne profonde de Quimper. Enfin, c'était ridicule absolu, quoi. Ben, c'est comme les jeunes critiques d'art de l'Association internationale des critiques d'art France qui ont fait une petite manifestation pour défendre le plug de McCarthy sur la place Vendôme, parce que il y en a qui devaient être dégonflés. Ouais. Mais en disant que c'était l'équivalent de Daesh ou qui ont pété les Bouddhas. Enfin, c'est
invraisemblable, quoi. Oui, il y a des rapprochements qui sont quand même, Ah oui, qui sont même assez grotesques, quoi. Oui, bien sûr. oui, Et non, tout à fait. ouais. Là, ça confine à la bêtise la plus crasse qui existe, quoi. Ouais, Il y a ouais, aucun doute là-dessus. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et j'en prends la responsabilité d'être d'accord avec vous. Parce que ça n'a pas manqué, je suis sûr, dans les milieux, soi-disant. Parce que dire la gauche maintenant, enfin pour nous, un art en tout cas, ça veut rien dire du tout, ça n'a jamais voulu rien dire, et encore moins maintenant qu'avant, voilà. Ouais. Disons que la différence idéologique entre la gauche et la droite, elle est restée, si vous voulez, dans les cartons de l'histoire, mais elle n'est pas du tout actuelle, quoi. Voilà, il y a une porosité entre les idées aussi, autant politiques que de toutes sortes, entre ces tendances politique qu'il y a une confusion totale. On est dans un pays, je crois, de rentiers qui sont sur leur tas d'or. Oui. Excusez-moi cet aparté un peu politique, mais Non, mais qui est bien le reflet de la petite bourgeoisie française que d'aucuns disent que c'est la plus conne du monde. Elle est bien là dans cette espèce de soutien inconditionnel à une forme d'expression artistique, entre guillemets artistique, voilà, complètement de mon point de vue ringarde, aussi ringarde que le système politique qui est aux manettes aujourd'hui dans ce pays et dans toute l'Europe et dans le monde occidental, voilà. C'est pour ça que mon engagement, disons, dans le domaine artistique, en fait, je le sens plutôt comme un engagement beaucoup plus large qui est d'ordre, je sais pas, politique ou humain, vous voyez. Bien sûr. Et il est certain que l'art peut constituer une colonne vertébrale ou un axe de réflexion global, mais pour les gens engagés politiquement de toute part, mais plutôt vers la gauche, quoi. Et parce que moi je suis viscéralement de gauche, mais voilà, pour moi, Lang, c'est l'équivalent de Le Pen. Hein, pas... Absolument. Alors là, dans cette émission, on vitupère contre cet énergumène depuis longtemps. Enfin, ça n'a pas. Vous allez me dire, c'est peut-être anecdotique, mais personnellement, j'ai jamais digéré, si vous voulez, la destruction de la gare de la Bastille, qui était classée monument historique, etc., qui était un souvenir populaire vraiment très important voilà, où il y avait des milliers et des milliers d'ouvriers qui venaient de la banlieue vers Paris travailler, etc., pour faire cette bouse, ce bunker, soi-disant, génial. Et il a voulu aussi détruire la gare d'Orsay. Heureusement, il y avait eu déjà trop de pognon d'engager par Giscard. Et Mitterrand a stoppé un petit peu l'histoire, mais enfin pour en faire un hôtel de luxe, pas pour en faire un immeuble social, hein, pas du tout. Non, ce mec, c'est une vraie catastrophe. À côté de lui, Malraux est un génie, hein, et pourtant Malraux, on l'aime pas non plus tellement, mais parce que absolument. Voilà. Non, ça c'est vraiment invraisemblable qu'un type comme ça, voilà. Ben, il continue. Ah oui, il continue. Il a la tête de l'Institut du monde de l'arabe. L'Institut du monde arabe. Pays arabe, avec le pognon du Qatar. Il continue à faire le beau, à être partout, à donner son avis sur cela. Vraiment, alors que c'est lui qui a mis tout en place, hein, qui a mis tout l'appareil institutionnel en place et qui a fait en sorte que cet appareil institutionnel soit à la botte des grands réseaux spéculatifs. Mais il y a quand même quelque chose qui est en train de bouger un tout petit peu parce que là, par exemple, j'ai été contacté par les écolos. Enfin bon, il y a différentes variétés. Oui. Ceux, par exemple, il y a un magazine en ligne qui s'appelle Reporter, TE2RE, qui m'a demandé un texte. J'étais très content de faire ce texte parce que, justement, je voulais qu'il y ait une prise de conscience d'ordre politique ou une réflexion d'ordre écologique sur l'art contemporain, qui est un truc absolument toxique, qui ne fonctionne que par les engrais subventions, qui n'a aucune durabilité, enfin qui humainement est une catastrophe environnementale. Voilà. Donc on peut le voir comme ça. Et j'ai écrit un autre texte aussi qui m'ont demandé, c'est la décroissance, le magazine La Décroissance.
Vous voyez ce que c'est, la décroissance? Ma camarade le sait, moi je le sais moins, mais ma Ben, camarade... c'est pas vraiment un art, mais enfin, je sais pas, je pense pas que ce soit un art. Ils sont plutôt, comment on dit, survivalistes, un petit côté survivaliste. Ouais. Moi, que je trouve sympa et assez drôle, ils sont assez radicaux, hein, c'est plutôt sympa. Hein. Donc voilà, ben, j'étais content de publier. Donc voilà, il y a un début de prise de conscience. Mais ce que j'aimerais quand même, c'est qu'un comme Mélenchon, hein, bon, qui quand même, il se saisisse de ce sujet art contemporain, hein, de ce truc, ce scandale absolu du capitalisme lié à l'institutionnalité délirante. Bon, oui, ça c'est un sujet pour Mélenchon. Mais il s'en fout. Non, mais j'ai l'impression. Oui, non, il s'en fout. Il s'en fout, oui, non, mais il est pas, disons qu'il est pas compétent, quoi. C'est des gens, si vous voulez. Non, mais c'est pas être compétent dans l'art, ça, c'est une compétence dans le politique. Mais il est pas compétent politiquement, c'est quelqu'un. Ah bon, d'accord. Non. Okay. C'est quelqu'un qui a été 30 ans au Parti Socialiste, qui l'a quitté à cause d'un différend avec Hollande, qui l'a en papaouté. Oui, voilà, c'est tout. Mais on peut pas, si vous voulez, la supercherie Mélenchon, c'est quelque chose d'énorme, parce que c'est un mec, il a exactement les mêmes idées, il sort des mêmes milieux, il a milité dans les mêmes institutions que tous les socialistes bontins, et qui veut se la jouer révolutionnaire maintenant. On se marre. Non. Et alors, si vous voulez quelqu'un comme Hollande, quelqu'un comme Royal, tous ces gugus, ils n'ont aucune notion de quoi que ce soit dans le domaine artistique. Leur grand pote, c'est justement Arnaud, c'est tous ces gens-là. Voilà, c'est et comment voulez-vous que si vous voulez la révolution de l'art vienne de là? Non. C'est non, mais oui, c'est ça qui est tragique, parce que c'est quand même les politiques qui peuvent rectifier le tir. C'est eux qui sont aux manettes. Voilà. Mais je pense si vous voulez. Pour moi, l'art contemporain est complètement indexé à la grande circulation financière internationale. Oui, ça c'est un point important, oui, tout à fait. Tant que les pays, les dirigeants des pays du monde ne sont pas rassemblés pour juguler, maîtriser les paradis financiers, les abus invraisemblables de la finance internationale. Là, j'entendais hier soir que les PDG, les directeurs des fonds d'investissement, mais c'était pas le salaire de Ghosn, c'était 10 fois le salaire de Ghosn. C'est-à-dire des montagnes de pognon, c'est 2 ou 3 milliards de revenus par an. Ça, j'en tombais sur les fesses, je savais pas ça. Bon, tant que les pays du monde ne seront pas arrangés pour réguler ça, eh bien, l'art contemporain continue, puisque l'art contemporain est complètement parallèle ou indexé, vous voyez, articulé avec la grande finance internationale. Bien sûr. Donc voilà, et ça n'a rien d'ordre esthétique ou quoi. Et moins ça a de contenu, plus c'est facile à utiliser en tant que titre financier. Voilà, c'est ça. Mais pour revenir à nos politiques à nous, je vois par exemple Valls, dont le père est un très bon peintre. Qui a exposé chez Claude Bernard, c'est vraiment un très bon peintre. Ah, il a exposé chez Claude Bernard. Oui, très bien. Quand on voit son fils, son pauvre fils, pour qui je peux avoir certaines sympathies à certains égards, qui va inaugurer le plug anal ou je sais pas trop quoi, l'usine à chocolat de McCarthy, mais il pourrait faire en sorte de ne pas y aller, enfin je sais pas, de trouver une excuse, enfin bon. C'est lamentable, quoi. Oui, ça. C'est lamentable pour son père. Oui, bien sûr. Oui, c'est lamentable, oui, pour son père. C'est lamentable aussi parce que c'est quand même un petit-fils de républicain espagnol. Et en plus. Oui, en plus. Comme Filippetti était une petite fille de communisme dans les mines de Lorraine, là, qui a été arrêtée par la Gestapo, etc. Voilà, ces gens-là, mais vraiment, on se demande qu'est-ce qu'ils font. Enfin, bon. Ils comprennent pas. Ils sont toujours dans cette espèce de pensée de gauche identitaire, complètement endogamique. Et vous voyez, qui se répercute dans la communauté et qui devient complètement taré, crétine, quoi, vous voyez, dégénéré. Et c'est ce qui se passe aussi dans le milieu de l'art contemporain, qui est un milieu fermé. Donc, il y a des effets d'endogamie et qu'on appelle ça, de consanguinité, qui produisent des machins, mais
monstrueux, quoi, invraisemblables, et de plus en plus. C'est-à-dire, plus ils sont renfermés sur eux-mêmes, etc. Et ils ont des éléments de langage, ils ont des modèles, etc. Donc, l'utilisation de la référence du procès en réactionnariat, bon, ça c'est classique, mais ils sont pas capables de remettre en question cette espèce de pensée fermée sur elle-même. Et c'est le cas de Philippe Etty, bien sûr. Absolument. Bien sûr. Non. Et là, je sais pas, on a hérité de la copine du président, et on ne sait pas vraiment où ça va amener pour le temps qu'il lui reste à naviguer dans le ministère de la Culture. Enfin, c'est pas encore quelqu'un, je pense, qui va changer les choses à ce niveau-là, quoi. Je sais pas comment ça peut bouger. Je sais pas. Et en même temps, bon, c'est pas par l'extrême droite. Je sais pas, quoi. C'est pas bien recommandé, quand même. Sarkozy, bon. Moi, j'avais une sympathie quand Hollande est arrivé. Je dis, bon, c'est un gros pépère, c'est pas un enfoiré, pour une fois. Espèce d'anti-pouvoir. Vous avez zéro de conduite, là. Parce que pire enfoiré, ça peut pas exister. Hein. Mais... Bah, il est pas trop enfoiré quand même. Enfin, vous voyez, neuneux. Enfin, je sais pas. Non, je pense pas qu'il soit neuneux. Il fait semblant. Alors là, je dois dire que... Ah, bah, je suis gentil. Non, il y a 30 ans, quand Hollande est arrivé très jeune comme militant, il a écrit un livre qui s'appelle La France bouge et il exposait déjà ses idées libérales, sauf que on n'a jamais fait trop la promo de ce bouquin et c'est passé sous silence. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus finot qu'il le laisse supposer, quoi. Oui. Bon, puis tous ces gens qui sortent de l'ENA, hein, on pourrait se poser des questions sur leur utilité ou sur la nocivité de ces gens-là. Il a quand même passé toute sa promo Voltaire et pratiquement dans les rouages de l'État maintenant. Donc voilà, c'est encore une mafia de plus. Qui a beaucoup de similitudes avec la mafia de l'art contemporain. On va peut-être se faire une petite pause musicale de quelques minutes et puis vous ne quittez pas. Ne quitte pas. Okay. On vous reprend tout de suite après. Ok, allez. Je suis une artiste engagée, parce que le monde il est ghetto. Je prends du papier recyclé, parce que moi je suis écolo. Je prends en photo mon vomi, j'enregistre mes gargouillis. J'ai ma carte pour Beaubourg, je fais des workshops à Cherbourg. Je mets le monde au microscope, je me cultive, je lis Pariscope. Je garde le sang de mes ragnagnas, je reproduis tous les dégâts. Je bois de l'accro, je fume des pétards, j'aime Warhol et Big Viola. Je suis constamment en retard, je suis étudiant aux Beaux-Arts. Moi je kiffe l'art contemporain. Je suis bizarre et je suis contemporain. Moi je kiffe l'art contemporain. Je suis un crevard et je fais du bruit pour rien. Moi je kiffe l'art contemporain. Je suis ignare et je suis connard mondain. J'ai lu Deleuze et vu Godard. J'aime les baigneuses, c'est beau Renoir. J'ai lu Gombrich, j'ai vu Romer. Je pleure ma race devant Turner. Féministe et femme artiste, je suis sensible et perfectible. J'ai un faible pour les cubistes, j'ai l'ego méta pénible. Mes pensées sont surgelées, je sors l'argent par mes trous de nez. Je mets mon caca en conserve, je suis génial, c'est sans réserve. Cultivé, je vais au musée, je suis futé, je m'attartais. Je dis regardeur, pas spectateur, à la FIAC sans être acheteur. J'ai un iPhone, un MacBook, je vais au McVal, je soigne mon look. Mon bacon s'appelle Francis et mon chat s'appelle Matisse. Moi je kiffe l'art contemporain. Je suis bizarre et je suis contemporain. Moi je kiffe l'art contemporain. Je suis un crevard et je fais du bruit pour rien. Moi je kiffe l'art contemporain. Je suis ignare et je suis connard mondain. Du champagne et
des petits fours, pommes campagne et calembour, vernis sèche et pérotin, y'a des cubis, des pots de vin, y'a des critiques et mes potes, l'accrochage est polyglotte, plasticien polyvalent, parce que moi j'ai trop de talent, je crée du lien entre les choses, je performe à l'Héléros, j'ai exposé à Versailles, mes sculptures faites de gousse d'ail, j'ai craché dans ton wallcube, l'in situ à l'état pur, je finirai par faire de la pub et du graphisme pour voiture. Moi je kiffe l'art contemporain, je suis bizarre et je suis contemporain. Moi je kiffe l'art contemporain, je suis un crevard et je fais du bruit pour rien. Moi je kiffe l'art contemporain, je suis ignare et je suis connard mondain. Voilà, c'était Anne Aurel qui interprétait Contemporain. Oui, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Je rappelle, sans Dieu, sans maître et sans publicité, l'émission Racal qui consacre aujourd'hui son temps d'antenne artistique à Nicole Osterol, qui, vous avez commencé à percevoir un petit peu la personnalité de cet invité d'exception, qui est en train de défricher la connerie de l'art contemporain pour nous, voilà. On va lui poser quand même aussi, on va poursuivre tout de suite avec lui. Il a en projet, parce qu'il n'en fait pas assez, il faut voir ses chroniques, hein, je vous assure qu'il faut s'accrocher, il faut 2 jours pour les lire, et après vous prenez de l'aspirine, mais en tout cas c'est très décapant, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a un projet, vous avez un projet, Nicole, d'un prochain, je vois dire, une publication. Oui. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui. Oui, voilà. Hein, alors, bon, j'ai donc, ce qui existe, c'est mon blog, le site Schtroumpf-émergent. Ouais. Vous faites Schtroumpf-émergent sur Google, vous tombez dessus. Ouais. Alors, effectivement, il y a de quoi lire, parce que il y a 70 chroniques, il y a, comme chaque chronique, il faut 3-4 heures pour la lire. Il y a vraiment de quoi lire. Et voilà, oui, mais comme il faut reprendre sa respiration entre chaque chronique. Oui. Bon, non, mais ce qui est bien, c'est que, bon, je sais bien que, parce que quand j'envoie ça, je sais bien que les gens lisent pas tout de suite, mais c'est un peu comme un journal. Bon, tout à fait, on lit les titres, et puis on fait défiler, voilà. Et puis, on lit ce qu'on veut. Mais quand même, les gens lisent, quoi. Et puis, oui, voilà. Alors, oui, bon, donc, le reproche qui m'a été fait, c'est de me dire, oui, bon, d'accord, vous critiquez tout, vous cassez tout, etc., c'est pas sympa. Soyez positif, voilà. Alors, bon, en dehors de Nicole, j'ai été très positif, hein, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai montré les artistes, j'ai aidé, etc., j'ai écrit, etc., j'ai révélé la positivité de l'art, si j'ose dire. Donc, mais effectivement, ces critiques-là étaient bonnes, et c'est pour ça que je me suis mis dans le blog et le site à montrer les artistes que j'aime. Oui. Et j'en ai fait une petite collection d'images sur Internet, comme ça, j'en ai 1500. Parce qu'il y a du monde, jamais la floraison artistique avait été aussi extraordinaire, variée, riche, belle, de qualité. Jamais. Et jamais non plus, il y avait une possibilité, grâce à Internet, d'y accéder aussi facilement. Tout à fait. Non, on est dans une période extraordinaire, à ce point de vue. Tout en étant confronté à une connerie maximum des systèmes financiers et institutionnels. C'est ça qui est extraordinaire. C'est vraiment une époque formidable. Donc, avec beaucoup de potentialité, d'ouverture. Donc, mon idée, c'était quand même de placer à côté de ce blog virtuel quelque chose de réel et de matériel, c'est-à-dire un magazine papier où je pourrais montrer à chaque numéro une vingtaine d'artistes, mais hyper percutants, alors, qui déménagent un maximum, qui ne sont pas seulement français, mais qui peuvent être russes, latinos, américains, anglais, etc., parce qu'on a accès maintenant à tous. Bien sûr. Et je vous dis pas, les Russes, qu'est-ce qu'ils déménagent, hein. Alors, mais ils sont complètement fous, hein. Oui, ils l'ont toujours alors été. là, ils se libèrent, hein, et puis, en plus, ils savent peindre. Donc, là, ils utilisent ça, des trucs, mais d'imaginaire, mais complètement déjanté.
c'est très drôle. Donc il faut quand même prendre ça en charge. Et puis en ce moment, il y a un retour d'une espèce de figuration hyper technique, mais avec une qualité de peinture extraordinaire. C'est le contraire même de tout ce qu'il y a dans les fracs ou de l'esthétique officielle, quoi. C'est l'imaginaire débridé, la sensibilité, l'onirisme, le post-surréalisme, le lowbrow, etc. Il y a vraiment un mouvement comme ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on en fait, par exemple, en France? On va les foutre au goulag. On peut dire, bon, c'est complètement réac. Mais non, ça marche pas. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre de l'anticapitalisme absolu. C'est-à-dire des trucs qui sont irrécupérables par l'institution, irrécupérables par les circuits financiers. Donc là, il y a quelque chose, et en même temps, c'est beau, c'est intéressant, c'est humain, ça fait plaisir, voilà. Il y a de l'émotion, etc., etc. Que demander de mieux, hein? Donc c'est pour ça il faut donc critiquer l'art contemporain, mais aussi montrer qu'il existe une alternative. Et c'est donc ça que je veux montrer avec ce magazine papier qui va faire, va faire une inscription matérielle et réelle et donner un objet conservable. Oui. Vous voyez? Oui, tout à fait. C'est sympa, quoi. Oui, et puis on n'a pas encore trouvé un substitut au papier qui soit aussi... Non, il n'y en aura pas. Non. Non, c'est absolument nécessaire, le papier. Oui, absolument. Mais il y aura une diffusion. Alors, ce sera par abonnement. Par abonnement. C'est-à-dire, à la rentrée, je vais balancer sur mon réseau, à mes 30 000, en disant, voilà, je veux faire ça. Je ne veux pas demander d'argent à l'extérieur pour lancer ça. Il faut que l'argent vienne d'une nécessité intérieure. C'est-à-dire que j'ai suffisamment d'abonnements pour démarrer. S'il n'y en a pas assez, je renvoie les chèques et je fais rien. Voilà. Ça veut dire que ça voudra dire que c'est pas nécessaire de le faire, donc je ne fais pas. On peut faire des choses pas nécessaires quand on est subventionné ou qu'on a un copain qui fait du pognon. Ouais. Mais là, non. Bien sûr. Je ne veux pas faire ça. Mais là, on vous rejoint un peu parce que nous-mêmes, dans cette radio ou dans les œuvres de l'AFA, tout est possible puisque on a des gens qui nous écoutent, on a des abonnés pour nos publications. Autrement, rien ne serait possible puisque on n'a aucun financement institutionnel. Voilà. Ni publicité. Non, mais là, il y a une vérité dans le fait de ne pas forcer les choses avec de l'argent, quoi. Bien sûr. C'est-à-dire, il faut faire le contraire de ce qui se fait avec l'art contemporain, qui n'est qu'un art de engraissé, subventionné, artificiel, qui n'a rien à voir avec la réalité. Oui, non seulement ça n'a rien à voir avec la réalité, sauf avec la réalité politique, puisque tout ça c'est relié, la finance, la politique, maintenant, en tout cas pour la presse. Et on voit ce que ça donne dans les choses, les informations bidouillées, etc. Qui doivent être absolues. Et alors, quant à la critique qu'on vous fait de dénigrement systématique d'une composante du paysage artistique, à savoir l'art contemporain, comme étant une critique négative, je suis absolument pas d'accord. La critique, comme vous la pratiquez en tout cas, de mon point de vue, est très positive puisqu'elle permet aux gens de réfléchir, de se poser des questions, de pas tout avaler, sans réflexion. Oui. Si vous voulez, on se partage le boulot quand même, comme ça, avec Aude de Kéros, avec Jean Clair, avec Nathalie Hennig, avec Christine Sourgin et Jean-Philippe Domecq. Voilà, chacun a sa façon, disons, d'analyser, de démonter le système art contemporain de façon différente. Moi, je le fais de façon un peu ludique, un peu jubilatoire, parce que bon, c'est mon truc, puis j'aime bien écrire, de toute façon, que ce soit un peu drôle, enfin bon, voilà, je veux pas non plus, disons, avoir trop de colère ni rien. Aude de Kéros, elle a publié 2 livres qui sont vraiment très très importants, qui sont un vrai succès, surtout dans le domaine économique. Elle analyse, c'est beaucoup plus analytique et sérieux entre guillemets. Voilà. Nathalie Hennig, c'est une sociologue réputée, extraordinaire. Qu'on a reçu ici. Et elle a publié un livre qui s'appelle Le paradigme de l'art contemporain, qu'il faut absolument lire. Même si ça va pas au fond, même si le mot paradigme, on s'en fout. Il faut employer des mots. Et ce qui est intéressant chez elle, c'est
comment sa neutralité scientifique de sociologue est mise à mal, justement. Et elle a même écrit un autre livre qui s'appelle « La sociologie à l'épreuve de l'art ». C'est-à-dire que la neutralité axiologique est nécessaire pour une analyse scientifique, c'est-à-dire qu'il faut être un peu en détaché, en retrait de l'objet d'analyse. Absolument. Là, c'est compliqué avec l'art. Oui. Et l'art apporte quelque chose à la méthodologie sociologique. C'est très intéressant ce qu'elle écrit. Même si elle n'est pas impliquée, sensiblement, émotivement dans l'art. Oui, Je sais pas ce qu'elle a aime, je sais pas ce qu'elle a sur ses murs. Bon, tant pis. Vous voyez, c'est ça. Et puis il y a Jean-Philippe Domecq. Lui, ça a été un des pionniers de la critique de l'art contemporain, qui a déclenché un truc pas possible dans les années 95 par là. Avec Fumaroli, avec d'autres, mais il y a aussi comment il s'appelle comment il s'appelle celui qui écrit dans le philosophe Finkielkraut, qui désigne pas mal. Ouais. Il y a Bruckner, il y a Oui, Régis Debray. Oui, alors ça, c'est trois zozos. Bon, on n'aime pas, mais ici, on les en aime tout pas cas, tellement. Pour l'art contemporain... Vous avez tout à fait le droit de les évoquer, mais je veux dire, nous, on a aussi tout à fait le droit de les retoquer. D'accord. Ouais. Oui, parce que bon, eux, ils mélangent un peu tout. Si vous voulez, vous restez sur un plan, si j'ai tout compris, vous restez sur un plan quand même strictement de critique ou un rapport. Vous avez un rapport étroit avec la création, tandis que ils mélangent un peu tout. J'évite toujours le moindre commentaire qui soit d'ordre politique pur. Voilà, tout à fait. Alors que c'est tout le contraire. Voilà, c'est ça. Voilà, et bon. Bon, mais en même temps, pour ce qui est du politique pur, j'ai plutôt tendance à explorer, à me douter, à regarder le paysage, à dire oui, ça c'est bien ou non, ça va pas. Bon, voilà. Oui, non, je pense que votre engagement, si vous voulez, c'est peut-être le plus neutre politiquement. Enfin, oui, voilà. Attention, il ne faut pas mélanger les genres. Non. Quand on est engagé dans quelque chose, il ne faut pas mélanger les genres. Non, il ne faut pas mélanger. Je suis tout à fait... Alors que ce qu'il y a dans l'art contemporain, c'est un mélange total de genres. C'est la collusion à tous les étages, c'est les conflits d'intérêts, c'est les mecs qui, à l'intérieur de ce système, sont à la fois profs, artistes, curateurs, conférenciers... galeristes privés, mais il y en a des tas. Oui, non, mais invraisemblable. Non, bien sûr, j'ai entendu des histoires là-dessus qui sont pas tristes, qui sont à un niveau un peu plus anecdotique que le vôtre, mais quand même qui sont significatifs. Des fois, dans l'anecdote, on a des choses qui peuvent révéler des plus grands projets, si on peut dire. Bien. Et est-ce que vous pouvez nous dire aussi, vous avez brièvement évoqué vos préférences ou votre galerie virtuelle. Nous, on a regardé évidemment sur le net ce que vous y avez mis, mais est-ce que dans ce cahier des charges, si on peut dire, est-ce qu'il y a quand même bien qu'on n'aime pas trop ça, mais quand même pour fixer l'idée des auditeurs qui s'intéressent à ces questions-là, quelques têtes de pont, si on peut dire, qui émergent un peu quand même parce que nous, dans votre galerie virtuelle, dans ce... Ah mais il y en a, j'ai 1500... 1500. Mais ils sont tous bons, quoi. Alors, ils sont plus forts que d'autres, mais je peux pas en citer. Il faut aller les auditeurs, ils vont sur Nicole Esterol sur Facebook, et là ils font défiler, donc je balance. Là j'ai à peu près tous les semaines, tous les 15 jours, j'envoie une série de 40 que je choisis sur Internet. Donc là ça dure depuis presque un an. Donc c'est pour ça, de 40 en 40, il y en a 1500. Alors, et sur le site Schtroumpf-émergent, dans la dernière chronique, j'ai mis tous les liens Facebook. Il y en a une
trentaine de liens. Ouais, ça on les a vus. Une trentaine de liens, et sur chaque lien il y en a 40. Donc il y a déjà 1200. Voilà. Donc là, les auditeurs qui aillent voir, ils aillent découvrir cette création extraordinaire. Et c'est ça qui nous sauvera. C'est pas tellement la critique de l'art contemporain, c'est le fait qu'il y ait cette flore là, vraiment réelle, que les nervis de l'art contemporain essaient de cacher, d'occulter. Parce que c'est eux qui ont tous les canaux de visibilité, qui ont tous les systèmes médiatiques, qui ont tout le dispositif public, et qu'ils essaient de ringardiser. Mais là, elle est là, cette création. Et c'est pas de la création retardataire, c'est de la création actuelle et future. Bien sûr. Voilà. Et naturel, naturel. Ça c'est bien d'insister sur. Effectivement, nous on a quelques copains, copines qui pratiquent cet art ancestral qu'on appelle la peinture et qui sont évidemment hors de tous les circuits, mais on a quand même quelques-uns qui mériteraient d'y être parce que voilà, c'est pas en même temps. Ils cherchent pas vraiment. Moi, je vous assure qu'on a des cas. On a voulu les inviter ici. Mais qu'est-ce que je vais aller faire dans votre radio? J'ai rien à dire. Moi, je suis peintre. Je vois pas pourquoi. Ou je suis sculpteur. Et voilà. Et alors, ils cherchent pas du tout à aller dans des galeries, des machins, rien. Voilà, ils travaillent, c'est tout. Voilà. Alors, oui, je vais vous raconter un truc là. Justement, ça vient d'arriver il y a pas longtemps. Ce sera sur mon Facebook. C'est un groupe de peintres, de mauvais peintres, de faux peintres, de peintres bidons, semi-officiels, un peu intello, etc. Alors, ils sont un groupe, ils ont lancé un questionnement sur la peinture. Alors, avec des questions complètement tartouilles, il y a des tonnes de réponses complètement tartouilles, abscondes, prétentieuses, mais c'est vraiment un modèle du genre. J'ai balancé ça sur Facebook, j'ai analysé, etc. Mais on va revenir dessus avec un copain pour analyser justement le contenu. Donc ça veut dire ça. C'est-à-dire que devant le retour de la peinture, il y a cette espèce de semi-peintre, de très peu peintres, intello, etc., qui essaie un peu d'endiguer ce flot de retour de la peinture et éventuellement de se mettre dedans en se posant des questions sur la peinture. Or, les peintres ne se posent pas de questions sur la peinture. Ils peignent, c'est comme, je sais pas si c'est quel grand peintre disait pourquoi peignez-vous, des trucs comme ça, et disait est-ce qu'un pommier se pose la question de savoir pourquoi il fait des pommes. Voilà, bon, c'est un peu comme ça. C'est vrai. Mais eux, comme c'est des pommiers stériles ou un peu tarés, effectivement, ils se posent la question sur le fait de faire une peinture bâtarde et mauvaise avec rien dedans. Donc, c'est un peu ça. On en est là, quoi. Mais non, c'est des petites choses assez significatives, quoi. Bien, on regrette encore une fois d'avoir loupé votre premier appel. C'est un peu moi qui suis responsable de ça, mais bon, je suis toujours un peu responsable de tout. Bon, il faut des responsables. Oui, il faut des responsables. Et de vous dire aussi, enfin de dire à nos auditeurs, puisque vous êtes là, de leur dire en votre présence qu'il faut absolument, pour ceux en tout cas, qui n'ont pas encore entendu parler de vous, là, il faut vraiment qu'ils habitent dans des cavernes, que pour un artiste aujourd'hui qui n'est pas dans le circuit officiel, d'avoir un porte-parole comme vous, c'est pas si mal que ça. Ça peut donner en tout cas à nos auditeurs artistes, mais aussi à nos auditeurs qui aiment l'art et qui parfois vont en acheter parce qu'ils en ont entendu parler ici. Ce qui est très important, c'est de réhabiliter tous ceux qui aiment la peinture, qui ont été regardisés depuis 40 ans par le ministère, qui a complètement tout fait pour disqualifier la peinture. Et il faut... Moi, ce que je souhaite, c'est contribuer à ce que les galeries reprennent du crédit... en utilisant Internet, enfin toutes sortes et qu'il y ait une reconstitution des tissus et des moyens de légitimation tels qu'ils existaient il y a 40 ans, avec des gens qui aimaient la peinture, des collectionneurs, des artistes, des écrivains, des poètes, etc. Là, tout ça, ça a été détruit par les spéculateurs et les fonctionnaires et l'appareil de Lang et de Mollard. Voilà. Donc,
voilà, tout est à reconstruire et il y a tout ce qu'il faut. Il y a des quantités de peintres, des quantités. Alors dans cette masse de peintres, alors il y en a des qui sont moins forts que d'autres. Hein. Bien sûr, il y a tout, bien sûr, mais il faut quand même reconsidérer. C'est en prenant tout le monde qu'on reconstitue les systèmes d'évaluation. Vous voyez, c'est ça qui est important. Parce que là, les systèmes d'évaluation ont été complètement détruits, puisqu'on a construit un art qui n'a rien à voir avec l'art. Donc tout le reste, c'était... Voilà. Bien, Nicolas Serol, écoutez, on vous remercie infiniment d'avoir Merci beaucoup. Bien voulu participer à cette émission d'Art Racaille. On espère qu'on vous retrouvera peut-être un jour ici aussi pour une autre occasion, parce que avec tout ce que vous produisez, il y a de la matière pour faire des émissions. Quoi. Oui. Alors donc, ici, il y a des éditeurs qui veulent donner me donner leur avis. Mon email, c'est nicole.esterol@yahoo.fr. Voilà, on le mettra sur notre blog, comme ça, ils pourront le consulter et puis pouvoir éventuellement vous écrire. Mais je vais mettre un lien aussi sur le Schtroumpf émergent et puis sur le lien sur le livre. Alors, Schtroumpf émergent, il n'y a pas de commentaire possible. Non, d'accord. Non, ok. Non. Bien. Merci. Merci beaucoup, puis bonne journée. Au revoir. Bonne route. Au revoir. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo.